l'artillerie automotrice de la Wehrmacht. L'histoire tente à prouver que les contraintes exceptionnelles sont des facteurs d'accélération du progrès. Ceci s'est largement révélé exact au cours de la Seconde Guerre mondiale, qui a vu la poussée incroyable de l'innovation technologique. En temps de paix, une période d'environ 5 années est nécessaire pour développer, construire et tester un nouvel engin de combat. Entre 1941 et 1945, plusieurs engins très efficaces ont été développés en quelques mois. Il le fallait. Le front de l'Est était un maître exigeant et impitoyable qui engageait chaque nouvelle production dès qu'elle était prête au combat. Les conséquences d'un échec étaient inenvisageables. Dès 1943, les ingénieurs allemands furent stimulés par les demandes pressantes des armées sur le front. S'ils ne fournissaient pas exactement la bonne technologie dans les meilleurs délais, la menace d'une défaite était à redouter. Malgré les excès du régime sous lequel elle servait, les usines allemandes produisirent une variété incroyable de véhicules de combat blindés dans un court laps de temps. Il a souvent été dit que l'industrie d'armement allemande avait mis les meilleures armes possibles dans les pires mains possibles. Ce qui est certainement vrai concernant les véhicules blindés. Évidemment, il y eut de nombreuses erreurs, mais contre toute attente, il y eut également un grand nombre de véhicules réussis qui définirent les règles du combat blindé pour les années à venir. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande avait beaucoup de véhicules devenus rapidement obsolètes, comme le Panzer II, le Panzer III. La réaction fut de prendre le châssis de ces chars et de les combiner à un canon pour en faire des armes d'assaut. Ils se servirent également des nombreux armements capturés et les convertirent en artillerie mobile, comme le char 35 tchèque et ce type d'engin. C'est donc le genre d'évolution que l'armée allemande réalise. Une partie de l'artillerie n'était autre que des canons chenillés qui étaient conçus pour suivre les panzers et les appuyer. La nouvelle catégorie d'engins à succès, née des demandes pressantes du front russe, était celle des véhicules d'artillerie automoteurs qui furent produits dans les usines allemandes, ravagées par les bombardements, afin de combler les vides laissés par les terribles batailles de ce conflit. Une force d'artillerie mobile pouvant foncer de position en position sur un front toujours en mouvement était ce qu'il fallait pour faire face dans un contexte militaire difficile. Deux ans auparavant, personne n'aurait osé songer qu'une telle situation puisse exister si vite. En ces jours glorieux de 1941, Adolf Hitler apparaissait invincible. Hitler était un joueur. Pendant 9 ans, il avait été un joueur gagnant. Il avait fait les bons choix dans le monde politique de Weimar et de l'Allemagne nazie. Il avait parié sur l'annexion de l'Autriche et de la Tchécoslovaquie et jouait au chat et à la souris avec l'Angleterre et la France, contournant le traité de Versailles. En combinant avec inspiration bluff et agressivité, il précipita la chute spectaculaire de la France en 1940. Mais comme pour tous les joueurs, la chance finit par tourner lorsqu'il commença à croire en sa propre invincibilité et à ignorer les leçons de l'histoire.
Au XVIIIe siècle, l'invincible armée suédoise de Charles le Chauve fut détruite en Russie. Au XIXe siècle, Napoléon avait vu sa grande armée dépérir et mourir lors de la terrible campagne de 1812. Même l'armée britannique conquérante de l'époque victorienne avait connu quelques revers avec une campagne de Crimée manquée et marquée par la maladie, la souffrance et le désespoir. Mais galvanisé par les grands succès à l'ouest de mai 1940, Hitler lança ses forces sur la Russie. Elles allaient se confronter au même champ de bataille qu'avait connu Napoléon avant Moscou. En 1944, la Crimée était sur le point d'être un désastre pour les troupes allemandes qui subissaient des pertes extrêmement sévères, incomparables avec celles subies par les Britanniques. À la fin 1941, l'opération Typhon marquait une halte, juste aux portes de la grande cité de Moscou, près de l'endroit où Napoléon avait mené la bataille de Borodino. En 1944, un corps d'armée allemand se trouvait perdu dans la même Crimée qui avait vu l'armée britannique connaître la défaite des années auparavant. Les leçons de l'histoire militaire étaient visibles aux yeux de tous, mais Hitler choisit de les ignorer. L'un des motifs de cette arrogance résidait dans sa croyance irrationnelle en la capacité de nouvelles armes capables d'obtenir des résultats décisifs là où d'autres avaient échoué. Ce trait de caractère allait se révéler une qualité fantastique au cours de la guerre, mais il n'y avait qu'une infime dose de rationalité dans sa pensée. Il avait certainement eu raison lorsque les Panzers avaient traversé les Ardennes pour prendre la France. Qui pouvait le blâmer de croire qu'il pouvait renouveler l'exploit en Russie, tout spécialement lorsque des armes comme l'incroyable mortier géant Karl étaient à sa disposition. En 1855, les forces françaises et britanniques combattant en Crimée assiégeaient Sébastopol. Près de 90 ans plus tard, les forces allemandes engagées au même endroit faisaient exactement la même chose. Les mortiers de siège utilisés par les troupes britanniques lors de la campagne de 1854 avaient des descendants, les monstrueux Karl, déployés par les forces d'Hitler en 1942. Lorsqu'Hitler assiégea Sébastopol, 6 de ces énormes canons automoteurs pouvaient être mis en œuvre. Cette fois, il n'y eut pas de siège prolongé ni d'impasse. L'intervention massive de l'artillerie et surtout des Karl écrasèrent les défenses russes et Sébastopol tomba aux mains des Allemands en 1942. Ces machines monstrueuses se déplaçaient grâce à leur châssis chenillé, avec 11 roues de chaque côté. L'énorme canon de 600 mm tirait un obus d'un poids incroyable de 1577 kg. Seuls 6 exemplaires furent construits. Mais ces 6 mortiers furent suffisants pour conquérir Sébastopol, là où les Britanniques avaient échoué. Chacun de ces gros canons reçut un nom. 4 d'entre eux portaient les noms de dieux de la mythologie nordique, Thor, Odin, Loki et Zwi. Et 2 autres, assez bizarrement, ceux de figures bibliques, Adam et Ève. C'était un mortier gigantesque de 600 mm, automoteur monté sur chenille. Il pesait 124 tonnes et n'était pas vraiment un véhicule de combat. Il valait mieux le considérer comme une pièce d'artillerie qui pouvait être déplacée plutôt que comme un véritable canon automoteur au sens classique. Durant la Première Guerre mondiale, les Autrichiens avaient détruit plusieurs énormes forteresses belges à l'aide de canons d'artillerie tirés par des chevaux et des tracteurs, ainsi que de mortiers de très gros calibre. C'est clairement ce que les Allemands essayaient de reproduire. Ils commencèrent dès 1937 à développer ce mortier massif, construisant un attelage chenillé pour le monter dessus et l'utiliser, je pense, seulement en Russie contre des forteresses telles que Sébastopol. Ce fut le cas durant l'assaut de Sébastopol où le Karl brisa d'énormes défenses de béton. Mais c'était une arme très sophistiquée. Elle nécessitait des engins spéciaux pour ses déplacements et causait probablement plus de soucis qu'elle n'apportait de résultats.
Sous bien des aspects, la campagne d'été 1942 fut le pic d'activité pour la Wehrmacht. Après le siège de Sébastopol, il y eut peu de travail pour les Karls, alors que c'était au tour des armées allemandes d'être assiégées. Mais les automoteurs de la classe Karl avaient fait leur preuve au combat. Malheureusement, on ne pouvait pas en dire autant des autres innovations d'Hitler. Les Karls représentaient les armes les plus grosses que l'on puisse faire. Les hommes s'entraînent avec l'autre extrême, à la fois en taille et en efficacité. Le Goliath, un des 3 chars dits de démolition construits par l'Allemagne pendant la guerre. C'était un char miniature télécommandé, conçu pour être guidé jusqu'au char ou bunker ennemi, puis explosé. Bien que ces images montrent des troupes à l'entraînement avec ces armes, il est évident que les servants devaient être très proches des positions ennemies pour pouvoir guider le Goliath vers sa cible. Par conséquent, les pertes étaient très élevées. Et ce travail est impopulaire parmi les troupes chargées des machines, comme le Borgward B4 ou le Goliath. Malgré tout, plus de 7500 chars de démolition télécommandés furent construits et utilisés par les soldats sur le terrain. Il n'y a pas de statistiques sur leur taux d'efficacité, mais le pourcentage des échecs par rapport au succès était loin d'être positif. Le Karl et le Goliath représentent les 2 extrémités du spectre des armes non conventionnelles. Ici, le Goliath, une autre idée originale. C'est en gros un petit véhicule chenillé chargé d'explosifs qui est dirigé vers sa cible par une télécommande. Les Allemands ont effectivement construit un certain nombre de ces engins guidés par radio, ou comme ici par un câble se déroulant du véhicule, comme le jouet d'un enfant avec un bloc batterie sur l'arrière, et que les soldats guidaient vers la cible. Encore une fois, vous ne pouviez utiliser un tel engin contre des défenses mobiles. En vérité, on se demande pour quel usage il avait été construit. J'ai vu des images de Goliath sur lesquelles l'engin est incapable de se diriger droit sur autre chose qu'un terrain plat. Et plus il se trouve loin de l'opérateur, plus il est difficile pour ce dernier de le diriger sur son objectif. Lorsque l'ennemi se rend compte de ce que c'est, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour l'arrêter. Il suffit d'un coup de feu pour couper le câble et le stopper. Nous avions développé des engins similaires en Grande-Bretagne. Ils étaient tous considérés comme complètement inutiles. Aucun d'entre eux n'a jamais fonctionné correctement. On peut en dire autant du pauvre Goliath. Il y a une photo connue, je crois qu'elle fut prise en Italie, d'un soldat de l'US Army qui se tenait sur une montagne de ces damnées machines. J'imagine que les Allemands devaient de leur côté se dire que ça ne valait pas la peine de la mettre en œuvre. Tous les efforts qu'elle demandait pour la transporter sur zone, la mettre en route, étaient simplement une perte de temps, surtout lorsqu'elle tombait en panne à mi-chemin de sa cible. Aujourd'hui, les carcasses rouillées des véhicules blindés de la Wehrmacht reposent sous un soleil d'été. C'est l'US Army Ordnance Museum Foundation, dans le Maryland, aux États-Unis, qui est le dernier lieu de mémoire pour de nombreux engins rescapés du choc titanesque que fut le front russe. Le camouflage hivernal blanc contraste de manière incongrue avec l'herbe verdoyante et le bleu du ciel estival. Ces machines qui, à leur époque, firent régner la terreur sur le continent européen, reposent et rouillent maintenant en silence. Au milieu des chars les plus connus, tels que le Panthère et le Tigre, se trouvent des noms moins familiers, Hummel, Wespe et Grasshopper, mais qui, en leur temps, avec ses bariolages de blanc et de vert, jouèrent un rôle bien précis dans les blanches steppes de Russie. Leur contribution fut aussi importante que celle des chars qui constituaient le fer de lance de la Wehrmacht. L'utilisation de véhicules chenillés pour accomplir les objectifs de la Wehrmacht avait augmenté de manière exponentielle depuis le début de la Seconde Guerre mondiale en 1939. Même en 1941, seules 19 des 140 divisions allemandes engagées dans l'invasion de la Russie étaient des Panzer-divisions. L'armée de 1942 était bien plus mobile, et les Panzer-grenadiers qui se déplaçaient rapidement sur le champ de bataille dans des semi-chenillés blindés étaient bien plus nombreux. Mais même l'infanterie mobile nécessitait l'appui de l'artillerie pour atteindre ses objectifs. Cette artillerie devait être aussi mobile qu'il l'était.
Le canon d'assaut Sturmgeschütz, ou Stug, avait été conçu pour fournir cet appui. Mais en 1942, les aléas du champ de bataille les forçaient souvent à jouer le rôle de chasseurs de chars, ce qui privait les fantassins de l'appui rapproché de l'artillerie pour lequel les Stug avaient initialement été conçus. Cela laissa un gouffre qui ne pouvait être comblé par l'artillerie moyenne ou lourde. Ces canons, plus lourds, se traînaient souvent derrière les troupes motorisées à travers les immenses étendues russes. En Europe, durant les campagnes de 1939, 40 et 41, les routes étant en bon état, on s'aperçut que l'artillerie conventionnelle pouvait se déplacer et se déployer assez facilement. Mais en Russie, les routes devenaient des torrents de boue à l'arrivée des pluies de printemps et d'automne, ou étaient couvertes d'une épaisse couche de neige durant les mois d'hiver. La meilleure solution pour fournir l'appui d'artillerie lourde aux unités mobiles qui se battaient en Russie fut de déployer des canons automoteurs de gros calibre sur des châssis chenillés. Ces véhicules pouvaient suivre d'assez près les Panzer-Divisions et leur fournir les tirs d'artillerie lourde nécessaires. Ils étaient connus sous le nom de Sturmartillerie ou canons automoteurs. Les troupes que l'on peut voir sur ces images lors de l'avance allemande dans le Caucase en 1942 mettent en batterie leurs canons. Mais pour être en état de tirer, le canon doit d'abord être dételé, et c'est le moment où l'équipage s'expose aux tirs ennemis. L'énorme canon d'infanterie de 150 mm pouvait en revanche être monté sur un châssis chenillé et devenait ainsi un véhicule toujours prêt à tirer et offrant à son équipage une protection relative contre les tirs d'artillerie, tout en étant capable de suivre le rythme des panzers de tête sur les terrains les plus difficiles. Les unités d'artillerie automoteur étaient nées. Les premiers canons automoteurs firent vite leurs preuves. Mais la situation de l'Allemagne se détériorait inexorablement. Ces armées, prises en étau, devaient affronter les puissances de feu supérieures d'une artillerie ennemie de plus en plus lourde. Pour résister, la Wehrmacht avait besoin d'une gamme de plateformes mobiles capables de déplacer l'artillerie lourde à travers les vastes champs de bataille de Russie. Des milliers de canons automoteurs dans de nombreuses versions différentes furent engagés dans les combats. Les canons automoteurs doivent leur spectaculaire développement aux exigences du front russe. Mais il y eut des précédents. Initialement, ces véhicules utilisaient le châssis du Panzer I, ridiculement léger pour transporter le lourd canon d'infanterie de 150 mm. Les troupes que l'on voit progresser ici utilisent ce canon pour réduire l'infanterie réfugiée dans les bâtiments et fortifications. Malgré les limites évidentes de ces premiers canons automoteurs, ce furent ce type d'actions qui réussirent à convaincre le haut commandement qu'une place importante existait pour une artillerie lourde mobile sur châssis chenillé. Le Panzer I était le premier et le plus petit char allemand, construit secrètement en tant que tracteur agricole durant les années où l'Allemagne ne pouvait concevoir des chars compte tenu du traité de Versailles. Ce fut le véritable point de départ. C'était un engin emmenant 2 hommes d'équipage. Plus petit que beaucoup de voitures modernes, il se montra rapidement inadapté au combat. Le blindage était trop fin et les 2 mitrailleuses inefficaces. En revanche, le châssis était bon et les ingénieurs allemands se mirent immédiatement au travail
pour produire des variantes spécialisées qui assureraient d'autres missions sur le champ de bataille. Les Allemands ont toujours été réputés pour la qualité de leur travail d'ingénierie. Ils sont également renommés pour leur méticulosité. Une illustration de ces qualités peut être observée dans la manière avec laquelle chaque châssis de char manufacturé durant la Seconde Guerre mondiale fut méthodiquement exploité avec constance et régularité pour produire une large gamme de véhicules spécialisés capables de répondre aux besoins spécifiques sur le champ de bataille. Les châssis de chars produits par les constructeurs allemands ou par leurs fournisseurs tchèques furent systématiquement transformés, non pas pour produire seulement des chars de combat, mais pour chaque modèle, mettre au point une variante de chasseur de chars et une variante de canon automoteur. Dans la plupart des cas, il y eut également des chars de commandement, des chars d'approvisionnement, des véhicules de dépannage blindés et même des chars lance-flammes. En ce qui concerne l'artillerie automotrice, cette approche systématique des possibilités de chaque modèle fut expérimentée en premier sur le Panzer I. Comme nous l'avons vu, ce fut l'adaptation réussie du châssis du Panzer I qui permit au ZIG-33 de porter le canon de 150 mm, devenant ainsi une pièce automotrice d'artillerie lourde. Quoi qu'il en soit, il y avait un inconvénient majeur dans l'adaptation d'un si gros canon sur un si petit châssis. Il était si lourd que le tube avait tendance à déséquilibrer l'engin. Ce problème amena à des recherches pour une meilleure alternative. Naturellement, la première idée fut d'examiner le châssis de l'autre char léger en service dans la Wehrmacht, le Panzer II. Comme le Panzer I, le Panzer II devait se montrer très inadéquat en conditions de combat. Comme le Panzer I, le châssis dépassé du Panzer II fut converti avec succès en canon automoteur, prolongeant ainsi la durée de vie du modèle. Dans ce domaine, le Panzer II fonctionnait à peine mieux que le Panzer I. Bien qu'il ait une silhouette légèrement plus ramassée, une meilleure stabilité et une protection accrue de l'équipage, il ne fut construit qu'en quantité très réduite. Seuls 12 furent fabriqués et tous furent envoyés à l'Afrika Korps. En pratique, ni le Panzer I ni le Panzer II ne purent réellement correspondre au cahier des charges pour emmener le canon lourd de 150 mm qu'ils devaient transporter. La solution au problème fut trouvée en réduisant le calibre du canon de 150 mm à 105 mm. Cela donna naissance au Wesp, ou Gep, qui combinait le 105 mm plus léger au châssis du Panzer II. Le Wesp était un excellent concept, assez léger pour suivre les troupes et assez lourd pour assurer des tirs de barrage efficaces. 682 de ces machines furent produites de 1942 à 1944. Elles furent accueillies à bras ouverts par les troupes. L'un des points qui ne fut pas apprécié fut le nom. Il ne suggérait pas la puissance et la prestance. Il fut abandonné sur ordre personnel d'Hitler en 1944. Malgré tout, cet engin continua à être connu sous le nom de Gep auprès des unités qui valorisaient son incroyable puissance de feu au combat. Ce fut le plus important des canons automoteurs de l'artillerie allemande. Il apparaissait comme une pièce au design très net, et il est étonnant que malgré l'obsolescence du châssis, l'armée allemande l'ait tout de même utilisé. Le mauvais point, c'est qu'il n'y avait pas assez d'espace à l'intérieur pour les servants, et c'est, je pense, ce que la majorité des soldats vous diront. C'est un constat très important. On a besoin d'espace de rangement à l'intérieur, et c'est l'un des gros inconvénients de ce véhicule. Il opérait au sein de batteries légères, les petites batteries des bataillons des régiments d'artillerie blindés, car ce sont des véhicules assez souples d'emploi. C'est un bon exemple d'une machine obsolète remise en service, plus ou moins performante dans son rôle, mais très critiquée pour son étroitesse. Il devait être rapidement amélioré ou adapté.
Avec l'introduction du Wesp, les possibilités du châssis du Panzer II semblaient avoir atteint leurs limites. Mais les demandes incessantes du front russe nécessitaient des canons de plus en plus lourds. Les ingénieurs allemands examinèrent donc les possibilités inhérentes au Panzer III, qui était le char de combat standard de l'armée allemande dans les premières années de la guerre. Il se montra plus riche en possibilités d'adaptation. La principale variante produite avec le châssis du Panzer III fut le fameux Sturmgeschütz, le Stug, le canon d'assaut qui allait devenir l'un des meilleurs concepts de toute la guerre. En se passant de tourelles pour disposer d'un canon long de 75 mm, le véhicule résultant d'une telle combinaison était efficace à la fois dans le rôle de canon d'assaut et dans celui de chasseur de chars. Le Sturmgeschütz était un compromis. Il n'avait pas été conçu pour le combat anti-char, bien qu'il pût jouer ce rôle, ni pour des tirs de barrage d'artillerie lourde. Ces missions éloignèrent le Sturmgeschütz de son rôle d'artillerie de soutien rapproché aux troupes. Pour suppléer au canon d'assaut, il était maintenant évident que la Wehrmacht avait besoin à la fois d'un engin conçu comme un chasseur de chars et d'un autre qui pourrait fournir des tirs d'artillerie lourde en étant doté d'un châssis chenillé. La solution fut d'adapter le châssis du Panzer IV pour produire deux véhicules spécialisés. Dans le rôle de chasseur de chars, naquit le Nashorn, ou rhinocéros, produit à partir de 1943. Son canon de 88 mm était ce qu'il fallait pour affronter les chars russes à longue portée. Il y avait un véhicule d'assaut baptisé Nashorn, le rhinocéros. Et c'était un engin extraordinaire, une bête fort bien nommée, je dois l'admettre. Il eut qu'une vie courte car il avait une fonction très limitée. Il devait être très difficile à maîtriser, mais surtout on ne voulait pas sur le champ de bataille être une cible pour les projectiles ennemis. Il faut y penser. Les Allemands développèrent des engins de bonne conception et le programme de chars continua à être très efficace. Avec son punch meurtrier, le Nashorn représentait une avancée majeure dans la bonne direction. Bien que son profil haut et son manque de protection balistique aient été l'objet de sérieuses réserves, son canon était suffisamment puissant et près de 500 exemplaires de cet excellent chasseur de chars furent produits. Le véhicule derrière moi est un Nashorn, le rhinocéros. C'est aussi un Panzer IV. Mais il est armé d'un canon de 88 mm. C'est la version de lutte anti-char de ce véhicule. Il fut également utilisé comme châssis pour un canon d'artillerie standard au sein de l'armée allemande. Ces expérimentations donnèrent naissance au Hummel, ou bourdon. Le Hummel utilisait le châssis du Panzer IV pour emporter un canon lourd de 150 mm destiné au tir d'artillerie mobile. Ce véhicule n'avait aucun des inconvénients des automoteurs précédents. Il disposait de bien plus de puissance de feu, pouvait être plus rapidement déployé et bien sûr il pouvait facilement éviter les tirs de contre-batterie des canons ennemis. 666 machines entrèrent en service. Il y avait une énorme demande de la part des unités de première ligne et il n'y avait jamais assez d'exemplaires pour y répondre. Une fois encore, c'est un exemple des ingénieurs allemands déclinant leur châssis. Vous avez globalement un bon châssis, alors pourquoi ne pas l'utiliser ? Il en résulta le Hummel, le bourdon, qui se révéla être, et je pense que la plupart des soldats allemands le confirmeront, une arme très puissante et réellement très efficace. Il entra en service en 1943 et fut largement utilisé par les bataillons de chars. Le Hummel semble avoir parfaitement répondu aux besoins des Panzer-divisions. Et je pense qu'au total, l'armée allemande en a reçu plus de 600 exemplaires.
C'était vraiment bien, il avait une bonne réputation. C'était une très bonne pièce d'artillerie pour l'appui rapproché des divisions de chars. Close proximity with the tank divisions as such. A very successful piece of equipment. Le Hummel et le Wespe se montrèrent très efficaces au combat. Les deux pouvaient assurer des tirs d'artillerie mobile aux Panzer-divisions engagées, puis rapidement changer de position avant d'être pris pour cible par des forces ennemies supérieures en nombre. Au total, plus de 1300 de ces deux types de canons automoteurs furent fabriqués de 1942 à 1945. Durant cette période, ils fournirent l'essentiel de l'appui d'artillerie aux grandes offensives de 1942 et de tirs de couverture à une Wehrmacht désespérée lors de la retraite en 1944. L'inconvénient majeur de ces canons automoteurs résidait dans le manque d'espace de stockage pour les munitions. Dans le cas du Hummel, il y avait seulement de la place pour stocker 18 coups. Un va-et-vient constant de réapprovisionnement était alors nécessaire pour soutenir les opérations prolongées. Quoi qu'il en soit, en 1944, les fournitures en munitions furent strictement limitées au sein des forces allemandes et contrairement aux glorieux jours de 1941, même ces stocks limités durent être soigneusement protégés. De concert avec les usines allemandes, la marque Skoda, située en Tchécoslovaquie, produisait aussi des canons automoteurs à partir de châssis de chars tchèques. Le Panzer 38T équipait de nombreuses unités allemandes durant les premières années de la guerre. Et lorsque les chars furent retirés du front, il était logique de récupérer les châssis encore largement fonctionnels pour les convertir en canons automoteurs. Le résultat fut un engin qui combinait un obusier de 105 mm avec un châssis de 38T, connu chez les Allemands sous le nom de grille ou criquet. Jamais il ne fut aussi populaire que le Wespe ou le Hummel, mais 282 machines furent construites et engagées au combat en Russie. Quelques-uns furent aussi utilisés sur le front ouest après les débarquements alliés. À ce stade de la guerre, le temps commençait à jouer contre les Allemands. Et dans le délai limité qui leur était imparti, les derniers Panzer V et Panzer VI ne donnèrent pas lieu à autant d'adaptations que les véhicules précédents. Cependant, à partir du Panzer IV, fut produite l'une des meilleures machines, le Panzerjäger IV, un superbe chasseur de chars. Contrairement aux Panzer I, II et III, le Panzer IV resta en service tout au long de la guerre. Il n'y eut donc aucun surplus de véhicules inutilisés. Dans tous les cas, l'introduction réussie du Wespe et du Hummel résolut les problèmes techniques posés pour l'appui tactique par une artillerie mobile. Par conséquent, les tentatives suivantes d'utiliser le Panzer IV comme châssis pour un canon automoteur se limitèrent à quelques prototypes qui aboutirent à un engin baptisé le Grasshopper.
This is the grasshopper. Voici le Heuschrecke, la sauterelle. C'est sans doute l'une des pires idées jamais conçues. C'est un châssis de Panzer IV, mais vous pouvez le voir, il a cette tourelle et un canon. Notez la superstructure à l'arrière du véhicule. L'idée fut la suivante. Forer un trou que les sapeurs remplissent de béton, puis utiliser la superstructure à l'arrière pour poser la tourelle sur le béton. Cela n'a aucun sens pour une arme mobile d'être fixée sur une position. C'est un concept stupide. En examinant le Heuschrecke, on comprend ce que les Allemands ont fait. Prendre un châssis de Panzer IV, qui était un très bon châssis, et l'exploiter cette fois d'une manière totalement différente en y ajoutant une tourelle amovible. Si vous regardez sur le flanc de la tourelle, vous verrez deux emplacements de fixation. Ce véhicule, si vous préférez, ce canon automoteur, était en gros un chariot d'armement. Il transportait une arme, l'arme étant la tourelle elle-même, qui, grâce à la capacité du char, disposant de son propre équipement de levage, pouvait être déposée. Vous pouviez faire deux choses à partir de là. Soit monter deux roues sur la tourelle que vous aviez retirée et la bouger sur la position de votre choix, soit la placer sur un point fixe de tir. En quelque sorte, une construction fortifiée, immédiatement positionnable. C'est un engin très rare, dont seuls quelques exemplaires furent produits. Quelques sources annoncent seulement 2 exemplaires construits, d'autres 14. Avec la logique tordue qui mena à sa création, ceci n'a rien d'étonnant. Pour permettre à la tourelle de protéger un minimum l'équipage, le canon était réduit à un 105 mm, alors que ce qui était demandé était un calibre plus important. En 1944, l'aviation alliée dans l'Ouest jouissait d'une supériorité aérienne quasi totale. En Russie, l'aviation s'était remise de ses premières défaites et était maintenant presque aussi efficace que la Royal Air Force ou l'US Air Force. Les pertes en véhicules atteignirent des proportions catastrophiques, car les chasseurs bombardiers fouillaient la ligne de front à la recherche de cibles. La véritable priorité était donc maintenant une protection anti-aérienne capable de se déplacer avec les chars en leur assurant une couverture contre les attaques incessantes des chasseurs bombardiers alliés. Ce fut dans ce rôle que d'autres conversions de Panzer IV furent réalisées. Ces canons anti-aériens automoteurs furent produits sous 3 formes. Premièrement, il y avait le Mobilwagen, que les troupes surnommèrent le camion de déménagement à cause de sa ressemblance avec les camions de l'époque. Il fut suivi de 2 autres engins, le Wirbelwind, Tornade, et l'Ostwind, vent d'Est. Dans le cas du Mobilwagen, ce fut vraiment une adaptation de temps de guerre, plus qu'un véhicule original conçu spécifiquement pour ce rôle. De nombreux Panzer IV endommagés, rapatriés du front de l'Est, furent convertis en engins anti-aériens en retirant simplement la tourelle pour la remplacer par un canon de 20 mm anti-aérien protégé lors du transport par 4 volets amovibles qui étaient rabattus lorsque le canon entrait en action. Dire que ce fut un concept raté est un euphémisme. Le canon de 20 mm montra rapidement ses limites et son inadéquation à la défense anti-aérienne. Pire encore était le fait qu'il fallait baisser les flancs du Mobilwagen pour permettre de tirer. Cela laissait l'équipage sans protection.
Il ne servait donc à rien de monter un canon de 20 mm sur un châssis de char. Les troupes de première ligne ne mirent pas longtemps à pointer ces défauts au combat. Un résultat comparable pouvait être obtenu en montant tout simplement un canon anti-aérien à l'arrière d'un camion. Inexplicablement, 240 conversions furent réalisées avant que ce défaut criant ne soit mis en lumière. Dans les faits, 240 précieux chars avaient été gaspillés. Une mesure de rattrapage fut prise en augmentant le calibre du canon de 20 mm à 37 mm, mais le Mobilwagen était considéré comme un échec. Il était évident que ce qui était demandé était un véhicule anti-aérien qui donne à l'équipage les bénéfices d'une protection blindée quand ils entraient en action. La solution fut un véhicule spécialisé connu sous le nom de Wirbelwind. À partir d'un châssis de Panzer IV, il emmenait un canon quadritube de 20 mm monté sur une tourelle à rotation totale qui offrait une protection à l'équipage. Le Wirbelwind n'était rien de plus qu'un engin d'artillerie antiaérienne armé de 4 canons de 20 mm. Comme les Alliés avaient la supériorité aérienne, les Allemands devaient accompagner leurs chars d'une arme antiaérienne mobile. Ils devaient protéger non seulement leurs chars, mais aussi les trains d'approvisionnement logistique. C'était une manière très efficace d'assurer cette protection, car ils avaient 4 canons à haute cadence de tir et pouvaient abattre les avions alliés qui volaient en rase-motte, comme le Typhoon, qui tirait des roquettes contre les chars. Il était très difficile de neutraliser les chars allemands en utilisant notre équipement au sol. Mais un Typhoon armé de roquettes pouvait sans problème détruire un Tigre. Donc, le Wirbelwind ou Tornade était un moyen de maintenir les avions alliés à distance des chars. Même groupés par 4, les canons de 20 mm étaient toujours inefficaces, et les Wirbelwind ne furent construits qu'à 100 exemplaires. Le successeur du Wirbelwind, connu sous le nom d'Ostwind, fut construit à 43 exemplaires, un nombre insuffisant pour combattre l'aviation alliée qui maintenait 20 000 avions en l'air au-dessus de l'Allemagne. Malgré la qualité révolutionnaire de nombreux armements produits pour les armées d'Hitler, ceux-ci ne purent jamais rivaliser avec le nombre impressionnant de machines mobilisées contre eux. Compte tenu du régime nazi qui les avait engendrés, l'on ne peut que s'en féliciter.
Thank you.